Charles Bedos était né à Naples en 1903, au mois d'avril, et donc déjà, puisque Salem faisait référence à Alix, il y avait un écartage entre tous les deux, oui. De moins de presque 20 ans, je crois. Et lui, il était sémonol, ils sont revenus à Nîmes, et il a engagé une carrière d'avocat. Il était déjà brillant avocat avant la guerre, il était reconnu comme tel. Je n'en suis pas certain, mais je crois qu'il avait déjà été une fois bâtonnier, parce qu'il a été bâtonnier 3 fois. Et comme il est décédé en 66, et il est revenu en 45 des camps de déportation, je ne pourrais pas l'affirmer, je pense qu'il a été bâtonnier avant la guerre déjà une fois. Et donc c'était un brillant avocat, et cependant, à la fois c'était quelqu'un de très généreux, de très avant-gardiste dans le sens de la liberté de conscience et bien d'autres valeurs qu'il défendait. Et puis c'est un avocat qui a été sollicité par Maurice Delrand, qui était un tout jeune avocat, qui avait défendu un premier résistant qui s'appelait Pierre Audoise, et qui a été déporté également. Et malgré qu'il n'avait pas réussi à le libérer, Maurice Arnal a été reconnu comme étant éventuellement un potentiel défenseur de tous les résistants. Jean Robert était né à Marseille en 1917, tout comme Vincent Faïta, et Jean Robert, se sentant menacé, puisqu'il était dans la résistance dès Marseille, dès février 1940, il est venu sur Nîmes, et il avait rencontré Marguerite, son épouse, dans une manifestation. Là, pour le coup, il y avait une connivence entre les deux. Ils sont venus sur Nîmes et ils ont engagé les choses, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le cadre tout à fait clandestin, et puis pour distribuer les tracts, et puis il y avait ce qu'on appelait les pouponnières, donc il y avait tout un entourage, notamment les Nîmois les ont connus, Henri Schwartz, Nino Schwartz, Louisette Morin, c'est des gens que moi personnellement, c'est des noms personnellement qui résonnent dans ma mémoire. Et donc la résistance a commencé comme ça. Jean Robert était un cheminot, un bobineur, et il s'était fait embaucher dans des garages sous un pseudonyme, il s'appelait Claude Rossi, après il s'était appelé Robin, donc ils étaient déjà dans la clandestinité. Et donc là, leur travail à eux, compte tenu des restrictions, c'était à la fois d'appeler les gens à lutter, et y compris d'obtenir des faux papiers. Donc c'était les champions pour décider d'aller dans les mairies, retirer des tickets de rationnement, faire des faux papiers, et y compris n'hésitaient pas à faire des voyages, parce que leur boulot, c'était pas simplement de défendre et de résister localement, mais ils étaient en relation avec la résistance nationale, puisque la plupart des tickets de rationnement et des faux papiers repartaient à Lyon. Donc vous imaginez à l'époque le courage qu'il fallait avoir pour passer à travers les mailles du filet, puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux quels qu'ils soient pour pouvoir communiquer, ni crypter, ni quoi que ce soit. Et donc c'est là qu'il y a eu la création de ces fameux triangles où il n'y avait que 3 personnes d'organiser. Donc au départ, ils se sont organisés comme ils ont pu, puis après, petit à petit, les réseaux se sont faits. Pendant ce temps, Vincent Faïta était en prison. Et c'est lors de son déplacement vers Périgueux, au mois de janvier 1943, que Vincent Faïta a réussi à s'évader et a rejoint Nîmes, et qu'il est rentré immédiatement dans le réseau résistant. Il a retrouvé son copain Jean Robert. Bon, il y a eu la rencontre, il y a plusieurs rencontres. Il y a la rencontre avec Jean-Paul Boré. Après, on s'est devenus amis, puis on s'est vraiment attaché à cette histoire. Et puis il y a eu quand même, il faut rendre hommage, parce que je ne veux oublier personne, rendre hommage au bâtonnier Goujon qui a fait un immense travail d'hommage, donc on a été plusieurs. Ensuite, il y a eu le bâtonnier Léonard, parce que la première plaque, elle était en hommage donc à Jean Robert et Vincent Faïta. Et quand moi j'ai su l'histoire du bâtonnier Bedos, et que je regardais cette plaque-là qui est apposée donc, sur le mur donc, du palais de justice, je me suis dit, mais c'est pas possible. Cet homme, ce grand monsieur, ce grand personnage est mort en 66. Il n'y a eu personne à l'ordre qui s'est dit à un moment, mais il faudrait faire quelque chose. Donc j'ai eu cette idée que j'ai soumise bien sûr à Jean-Paul. Et puis à l'époque, le bâtonnier, c'était Patrick Léonard. Je suis allé le voir parce que nous étions à l'époque très affairés tous par cette histoire. Donc je vois Patrick Léonard, je dis, écoute Patrick, il faut faire quelque chose. Il m'a dit, c'est une excellente idée.
pour faire cette plaque, je vais demander l'autorisation au premier président, à l'époque c'était M. Goudon. Patrick Léonard va voir donc le premier président à la cour d'appel, M. Goudon, et il lui dit, mais il n'y a aucun problème, il lui soumet le projet, il n'y a aucun problème, je le fais très vite là. Et il lui dit, mais de toute façon les murs appartiennent au palais, et c'est comme ça que, alors, une fois qu'il y avait l'accord de principe, les avocats, bâtonniers, etc., ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse une très grande cérémonie, donc, de dévoilement de plaques, et quelque chose en hommage donc, aux bâtonniers. Et c'est là qu'à l'ordre, ils ont eu l'idée de faire venir Jean-Louis Debré, qui était à l'époque président du Conseil constitutionnel, bien sûr Jean-Louis Debré, qui est très très ami avec Nîmes et moi, parce qu'il vient beaucoup au Festival de la biographie, puis c'est un homme d'hommage, un écrivain, quelqu'un d'extrêmement ouvert, qui a été ministre, qui est quand même le fils de Michel Debré, résistant, enfin bref, tout le monde connaît Jean-Louis Debré. Et Debré, il a dit tout de suite, il a pris le train, et il est venu à cette commémoration